Bonsoir à tous. C'est un honneur ce soir d'accueillir à la bibliothèque Aimé Césaire Alain Mabanckou, professeur au Collège de France, et Dany Laferrière de l'Académie française, qui vont nous parler à partir du dernier livre d'Alain Mabanckou, Le monde est mon langage. Alors voilà, c'est un honneur, mais c'est aussi une vraie chance de vous avoir tous les deux réunis ici, comme vous êtes réunis d'ailleurs dans un des chapitres de ce livre. Merci infiniment à tous les deux d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Je remercie aussi notre libraire préféré, Dominique Masbé, d'avoir permis que cette soirée soit réalisée aussi. L'idée de réunir Dany et Alain Mabanckou m'est venue du simple fait que lors d'une de ses visites précédentes dans la librairie, je m'étais aperçu qu'ils étaient très proches, puisque Alain Mabanckou il est venu le rejoindre au terme d'une dédicace qui avait lieu là-bas. Et comme je savais par ailleurs que Dany était un showman exceptionnel, je vais pouvoir être très paresseux puisque nous sommes certains et nous allons les laisser faire le show tous les deux. Donc merci merci à tous. Bonsoir. On va faire plutôt la conversation très simplement, de façon très intime. Et puisque nous sommes de vieux complices, j'ai lu avec grand plaisir le dernier livre d'Alain Mabanckou, Le monde est mon langage. Déjà, le titre m'a touché beaucoup. L'idée du monde. On nous a tellement réservé un espace confiné, étroit, absurde même, et de la littérature, comme s'il y avait un espace. À l'art ou à la littérature, il n'y a pas d'espace réservé. C'est précisément dans un monde dont on ne sait pas l'adresse et que les lecteurs et les écrivains se réunissent pour échanger leurs imaginaires. Et c'est un endroit où il n'y a pas de conseiller à l'immigration, d'agent d'immigration, de passeport, de visa, de quoi que ce soit. Et c'est ça la promesse de la littérature. Et c'est ce que dit exactement Alain Mabanckou dans Le monde est mon langage. Et je crois que je devrais aussi remercier Dany, parce que si j'ai choisi cette forme de livre un peu atypique, parce que ce qu'il a fait ces dernières années m'a beaucoup inspiré. Hein. Donc, que vous lisez l'art l'art presque perdu de ne rien faire, et que vous lisez comment il écrit avec une certaine élégance, des textes brefs, des scènes de vie qui sembleraient ordinaires pour quiconque, qui deviennent une mythologie, pour reprendre son dernier livre, mythologie américaine, parce que beaucoup oublient souvent que Haïti, c'est quand même aussi l'Amérique. Donc il est non seulement écrivain japonais, mais il est aussi écrivain américain dans ce sens. C'est cette direction-là. L'écriture, c'est aussi rechercher les formes les plus atypiques pour faire passer la parole. C'est pour ça que ça me faisait souvent sourire quand j'allais dans une émission, l'animatrice ou l'animateur de radio s'excitait. Bon, ce n'est pas un roman. Bon, ce n'est pas un roman toutes les 3 minutes. Bon, j'ai dit, mais arrêtez de prendre les lecteurs comme des gens qui sont toujours là à aller boire dans la même rivière. Dans un livre, on peut retrouver un peu les atmosphères du roman, les atmosphères du récit, de la réflexion. C'est une promenade. En réalité, Dany et moi, ces dernières années, peut-être que nous écrivons plutôt des promenades. Ce sont des récits de voyages littéraires. Donc, on s'arrête. Quand vous êtes en train de marcher, normalement, l'environnement est toujours différent d'un endroit à l'autre. Donc, il faut toujours aller découvrir ce qui ne correspond pas à ce qu'on avait avant. Et donc, je pense aussi que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir que j'ai immortalisé à l'intérieur de ce livre Dany Laferrière à travers le chapitre consacré à Montréal, puisque chaque chapitre est une ville ou un pays. Bon, il ne le savait peut-être pas que j'étais en train d'écrire un texte que j'avais commencé depuis, que j'ai repris en rajoutant des éléments. Et à l'intérieur, on trouve désormais les Rodney Saint-Éloi, les Maggie qui sont à l'intérieur. Et cette sorte de réception, hein, la fascination que j'avais, j'arrive chez lui
il avait construit une piscine. J'étais content. Mais sauf que la piscine, il y avait tout. Il manquait de l'eau. Je lui ai dit à Dani, mais c'est pas possible, on peut pas se baigner. Non, 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 j'ai fait comme ça pour que les gens qui s'y baignent n'aient pas froid. Et puis il rajoute, en plus, quand ils vont plonger, on peut les entendre. Donc, voilà. Donc il y a comme ça des petits éléments que je suis allé rechercher, un peu comme quand il écrit ces récits littéraires de voyage qui sont ici aussi. C'est toujours des petites pointes comme ça, qui se terminent parfois par une chute qui vous reste pendant longtemps, qu'on ne pouvait pas trouver dans un roman qui commencerait de la première à la dernière page, avec une histoire qui vous prendrait 4 semaines à vous démener pour savoir que devient la veuve, que devient l'orphelin, et où sont les policiers, mais le couteau du meurtre n'a jamais été trouvé. Oui, tout à fait. Alors on va rentrer dans ce roman des idées, ce roman des paysages et des visages, puisque tout est... On peut toujours faire des mythologies avec tout ce qui est intéressant. C'est une grande jouissance que de voir un paysage, de se rappeler d'un petit fait et de trouver le moyen par l'art extrêmement amusant et percutant d'Alema Bankou de faire vivre devant nous des choses qui sembleraient, comme il a dit tout à l'heure, tout à fait banales pour d'autres personnes. Ouvrons ce livre et puis j'aimerais bien rapidement... Et ce sont des portraits de gens qu'il a rencontrés, que ce soit Jean-Marie Gustave Leclésio, que ce soit Édouard Daumanet et d'autres au cours de sa vie, et dont il a noté un peu des petites choses dont on ne serait pas au courant, et s'il ne les avait pas vues lui-même. Et donc c'est intéressant, c'est un témoin. Moi, ce que j'ai aimé, pas ce que j'ai aimé tout, mais ce que je voudrais montrer et qu'on pourrait en parler, c'est que c'est un livre aussi à des couples qui sont soit en opposition, soit en symbiose. Il y a un couple qui m'a intéressé dès le début, je crois que c'est l'un des textes les plus finement écrits, et puis avec beaucoup d'attention, c'est celui de Mongo Betty et de Camara Lai. Je trouve que c'est intéressant, ces deux personnages, deux écrivains africains, et qui a là-dedans. J'aimerais bien que tu nous présentes Alain et ces deux personnages. Tout d'abord, Camara Lai, qu'on ne présente plus, mais dont on entend moins parler. Moins parler. Et pourtant, Camara Lai reste l'écrivain par lequel beaucoup entrent dans la littérature africaine. Et je remercie Anne Dervé de m'avoir offert tout à l'heure la version en bande dessinée de ce roman, L'Enfant Noir, parce que c'est un roman qui a été écrit dans les années 50, au moment où l'Afrique s'empêtrait dans la colonisation, rêvait de la décolonisation. On demandait aux Africains de toujours aboyer, de dire que le blanc nous a pillé tout, il nous a colonisés, c'est des voyous, il faut qu'on fasse la guerre, etc. Donc la littérature était vraiment engagée parce qu'il fallait débouter ou même bouter hors du continent africain ces dictateurs, ces colons qui étaient sur place. Et puis, il y a ce jeune homme qui a 23 ans, il arrive à Paris, il travaille dans une usine de Renault, à l'époque on appelait que Simca, voilà, Simca, et il a la nostalgie de son pays, parce qu'il a eu le bac, il vient travailler, il a la nostalgie de son pays, tous les soirs il écrit, il écrit, et ça donne L'Enfant Noir. Mais les Blancs, comme on dit, vont trouver le génie, c'était très bien écrit, c'est bien roulé, une écriture élégante, des scènes d'anthologie, mais d'un côté apaisé parce qu'il raconte son enfance, le rapport qu'il a avec sa mère, les rapports qu'il a avec son père, les traditions de son père, le serpent noir et la symbolique qui peut être là, le travail des forgerons, puisque son père fait de la forge. Et donc tout cela donne un des livres les plus apaisés, les plus étonnants, les plus beaux et les plus élégants de la littérature africaine dans ces années 50. Mais les foudres de ses collègues vont vite se lever, dont les foudres de Mongo Betty, qui lui est écrivain. Juste avant d'entrer dans Mongo Betty, entrons dans l'œuvre écrite, et
tu as parlé de cette première phrase du roman. Qui était excellente. C'était « J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? 5 ans, 6 ans, je ne m'en souviens pas. Tout à coup, toute mon attention fut captée par la reptation d'un serpent noir. » Ce serpent noir va devenir un animal mythique de la littérature. Je crois que c'est en filiation avec leur tribu, surtout avec le métier dont on fait le père. Donc l'héritage du serpent, c'est l'héritage du métier du père. Tout à fait. Donc le serpent noir va symboliser finalement l'élément qui apporte la chance dans le travail de papa, l'élément qui défend la famille, le totem même dirait-on à cette époque-là, c'est la bête qui protège. Parce que l'enfant est en train de jouer, le serpent arrive, parce que ici, si vous avez un enfant, un serpent arrive, tout de suite vous appelez les pompiers, vous appelez la DGSE, François Hollande, tout le monde va débarquer. Mais là, l'enfant joue et le serpent arrive. À la mère, évidemment, le père dit non, tout à fait non. Mais l'enfant voulait faire du mal au serpent et c'est là que l'initiation va commencer. Papa va lui dire, attention, c'est un serpent, mais ce n'est pas un serpent comme les autres. Celui-là, il est avec nous parce qu'il protège la famille, parce qu'il nous donne tout ce que nous avons aujourd'hui, parce que notre famille est là, à l'intérieur de l'âme de ces serpents. Et à ces moments-là, l'enfant verra chaque fois ce serpent noir quand papa est en train de travailler de l'or, le serpent traverse. Imaginez, vous êtes à la maison tranquille, vous mangez un serpent qui passe, et voilà. Et finalement, ce serpent, si vous l'acceptez, vous acceptez le métier, la tradition, l'héritage. Si vous ne l'acceptez pas, il faudra fonder votre propre mythologie. Vous n'aurez plus le serpent, vous ne le verrez plus. Voilà. Ou plutôt, on le verra dans le roman de Camara Laye. On le verra dans le roman de Camara Laye et dire que nous autres, à l'école, on a grandi avec cette histoire de l'enfant noir. Pour nous, ce n'était pas exotique puisque c'était nos réalités. J'ai écrit un livre sur le rapport de l'homme et l'animal, Mémoire de Porc-Épic. C'est une version de l'Afrique centrale de ce qui se passait chez Camara Laye, qui lui est de la Guinée, de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est par rapport à peut-être cette sorte d'union où on voyait déjà que l'Afrique poussait le respect même de la faune, de la flore. Parce que en donnant, en affectant à un animal un pouvoir de protection, cela veut dire qu'on va tuer moins de serpents, on va couper moins d'arbres, parce qu'il y a aussi des parents dont la protection s'est faite par l'arbre. Ça peut être, je ne sais pas, toute une rivière, donc il ne faut pas trop la polluer. Je voyais que nous étions déjà écologistes avant même que les Européens ne le fussent, parce que déjà on respectait ces rivières, on respectait ces serpents, et en le voyant dans Camara Laye, puisque c'est avec ça qu'on faisait la dictée à l'école primaire, c'était toujours cette première partie, la dictée. Parfois on soulignait, le professeur soulignait les mots, expliquait qu'est-ce que la reptation, parce qu'on disait, voilà, les pauvres petits étaient désemparés. Il dit, mais reptation là, c'est quoi encore? Voilà, on se demandait, on se posait des questions. Mais Camara Laye nous aura appris peut-être, et c'est le deuxième pendant de cette discussion, qu'on pouvait faire aussi la valorisation des civilisations africaines sans être dans une sorte de rage ou de brutalité, de colère qu'on ne pouvait pas maîtriser. On lui a dit, ben vous voyez, mais quand même, est-ce qu'il ne voit pas la colonisation qui se passe chez lui? Oui, alors là, le succès est foudroyant, voilà. Et la réplique va être violente. Bon, elle est menée par toutes sortes d'écrivains, on a vu l'ombre de Chinois à Tchébé même. Bon, mais restons sur Mongo Betty, puisqu'il est le plus emblématique, et son opposition est plus intéressante parce qu'elle est politique. Alors Mongo Betty arrive, ce qui ressemble un peu à l'opposition en James Baldwin et Richard White. Tout à fait. Alors Mongo Betty arrive et il se demande si Camara Laye n'a pas vu ce qui se passait autour de lui, s'il n'a pas vu que tout n'était que dévastation, que humiliation pour les populations noires, et comment a-t-il pu se réfugier dans cette enfance et ces paysages un peu trop beaux. Oui. Et à l'époque, on considère même que Mongo Betty
il est plus dur. Il dit même que c'est de la littérature rose. Il dit, mais le type là, Camara Laila, il n'a jamais vu une seule exaction dans son pays. Pourquoi il vient nous parler de son serpent alors que dans son pays, il y a la colonisation, etc., etc. Et moi, plus tard, plusieurs générations, on se rendait compte que c'est ce livre-là qui incarnait le mieux ce que nous recherchons. Même en temps de guerre, c'est toujours bien de parler d'un moment d'amour. Et puis aussi de parler de soi, et avec quoi on va structurer la sensibilité du jeune étudiant africain, s'il n'y a pas quelque chose qui dit ce qu'on est et non ce qu'on est par rapport à quelqu'un d'autre. Et je pense même que c'était la naissance du roman autobiographique en Afrique, puisque l'écrivain africain, il parlait toujours à cette époque-là dans la généralité. Il y avait toujours le nous. Il y avait toujours, je dois sauver le continent, je dois parler des grands principes. Et là, vous avez un écrivain qui a compris que pour sauver la communauté, il faut déjà commencer par sauver l'individu. Et un autre couple intéressant aussi, parce que c'est intéressant, c'est le couple d'individus qui traversent l'époque et qui finissent par donner un squelette même à la littérature de leur époque. Le couple opposition, mais il y a le couple filiation. Alors, je ne pourrais pas dire leur nom, et toi sûrement. Et c'est la figure de ces deux écrivains malgaches. Oui. Et c'est intéressant aussi comme figure, l'un, le fils prolongeant le père, et qui vont quand même fonder la littérature malgache. Oui, il s'agit de deux malgaches, Jean-Jacques Rabé Manandjara et Jean-Joseph ou Joseph Rabé-Arivelo. Hein, c'est Rabé-Arivelo. J'ai pas osé. Ah, ouais, c'est ça. Je le voyais tourner, Rabé Manandjara et Rabé-Arivelo. Oui. Voilà. Alors, le premier, je crois que c'est Rabé-Arivelo, qui est considéré comme le grand écrivain de tous les temps. Ça m'a rappelé Jacques Romain aussi, mais Romain n'est pas du tout, c'est un modeste, mais Rabé-Arivelo était quand même conscient de ce qu'il était, le plus grand écrivain malgache de tous les temps. Ça me fait toujours sourire. Comment peut-on arrêter le temps avec cette force-là? Mais c'est aussi les lecteurs malgaches qui l'ont décidé, et bien, c'est comme ça. Et naturellement, il est mort finalement presque amer de n'avoir pas eu cette reconnaissance internationale. Et même si dans son pays, il a étudié, il est un classique, il est suivi par son disciple aussi, qui prolonge. Et présentez-nous ces deux figures. Ah oui, c'est-à-dire que ce Rabé-Arivelo, c'est le Rimbaud local. C'est quelqu'un qui vit comme un artiste, il a toutes les tares, il n'a pas d'argent, il a des problèmes familiaux, des problèmes de femmes, il prend de l'opium et il se suicide à 37 ans. Donc la légende est tellement extravagante. Un écrivain reconnu comme le poète de tout le temps, hein, il a arrêté le temps, mais ce temps s'arrête, il a 37 ans. Il écrit en français, il écrit en malgache, il fait de la littérature orale, il fait de la traduction, il fait des essais. Donc en peu de temps, il a consacré un talent extraordinaire. Pour ceux qui veulent voir l'autre plutôt, son disciple, on peut Rabé voir, Manandjara. oui, dans cette fameuse photo des écrivains noirs au fameux congrès de la Sorbonne en 1956, dans la fameuse photo où l'on voit Jean Prijsmaes assis au milieu, et pas loin de Senghor et Jacques Séphane-Alexis, on va voir cet écrivain qui était présent et qui avait fait d'ailleurs une déclaration qui est restée durant cette que tu as souligné et dans ton livre à propos des voleurs de langue. Ah oui, l'expression même, c'est qu'il va donner la définition même de l'écrivain malgache, donc par ricochet des écrivains francophones, qu'il considère comme des voleurs de langue. Du côté du Maghreb, on avait Kateb Yassine qui avait dit que le français était plutôt pour eux un butin de guerre. Mais ici, on a des voleurs de langue. Bon, comme on dit, les voleurs de feu. Voilà, les voleurs de feu. De part et d'autre, je pense aussi que le voleur a un butin. Donc, butin de guerre ou pas de guerre, bon, butin de guerre peut-être par la forme que prenait cette
guerre d'Algérie, qu'on voyait que c'était pas, jusqu'alors la France n'a pas réglé la question, donc d'où parfois le côté orageux qui existe dans le rapport entre la France et le Maghreb. Mais là nous avons les voleurs de langue, des gens qui ont vu la langue française venir chez eux, des gens qui ont regardé cette langue d'abord de loin, puis sont allés retirer ce qui était essentiel pour installer leur univers. Ce n'était pas toujours facile pour le jeune Rabé Arivelo, puisque au moment, avant son suicide, quand il avait dans les 34-35 ans, puisqu'il se suicidera en 37 ans, il écrit des lettres partout, demandant à l'administration, donnez-moi un petit travail, faites-moi ceci. N'importe lequel. N'importe lequel, je suis capable de le faire, mais il me faut un peu d'argent. Les gens le renvoient au calendrier grec jusqu'à ce qu'il est mort. Les gens ne comprenaient pas. Au bout d'un moment, il avait même travaillé du côté des Français, dans l'administration française. On lui dit, bon, assois-toi là, mets même les tampons, etc. Il incarne pour nous peut-être l'écrivain atypique. D'habitude, on voyait ça que dans la gare des Michards, hein, où on expliquait, oui, le pauvre André Chénier, à l'intérieur de la prison, il commence à écrire, ou Victor Hugo qui va en exil. On avait ces exemples, hein, les Chéniers qui meurent très tôt, les Rimbaud avec leur coup de feu à gauche et à droite, la jambe coupée du côté de Djibouti, il veut être enterré en Égypte. Donc, du coup, nous avions à la fois notre Rimbaud, notre qui on a coupé notre Rimbaud, en même temps aussi nous avions cet écrivain qui symbolisait aussi le voyage, l'érudition, son grand journal volumineux qu'il a laissé. Ouais. Mais il faut dire aussi ce qui fait de lui cet écrivain aimé autant de son pays, c'est qu'il n'a pas seulement pris la langue française, mais il a gardé la tradition malgache, comme l'avait fait d'ailleurs Kamara Lai, et qui avait gardé aussi la tradition, mais pas comme paresseuse tradition, mais quelque chose où il a trouvé le polissage des siècles et dans les éléments de la nature. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé dans ce portrait où le fils prolonge avec une légère différence le père, et c'est aussi pour faire connaître qu'il y a des écrivains, il y a des cultures, et qui ont des écrivains extrêmement importants, extrêmement intéressants, mais qui n'ont pas pu atteindre, disons, l'international, le regard international, et qui continuent à bouillonner dans leur culture, et qu'il faudrait un jour que des lecteurs curieux aillent voir. Et donc ces deux rabbés... Mais il me fait toujours penser, peut-être que toi tu en sais plus sur cet auteur, le destin des Rabé Arivelo me fait toujours penser à Malcolm de Chazal. Je ne sais pas pourquoi. C'est le grand écrivain. Chaque fois qu'on sort les livres, c'est 1000 pages, mais personne n'en entend parler. Oui, il y a comme ça des pays. Mais ce qui est intéressant dans la littérature, je me souviens, je ne sais même plus où j'ai vu ça. Chaque fois qu'on tombe sur un pays, on tombe toujours sur un immense écrivain. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et même la petite île, la poussière d'île, et là où se trouve notre ami dans la Caraïbe, et Derek Walcott, et qui a donné deux prix Nobel de Sainte-Lucie d'économie, un prix Nobel de littérature, alors que le Canada vient de donner quand même, faut pas. La novelliste Alice Munro. Et donc on s'est dit, ils ont donné un académicien aussi quand même. Hein? Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, continuons cet accouplement avant d'en avoir une petite discussion sur cette idée de couple, et pour se demander si c'est pas quelque chose d'assez hors même de l'idée, si c'est la littérature n'est pas en marche elle-même en faisant des couples comme ça. Et prenons maintenant Eduardo Manet et Zoé Valdés, et tous deux venant de Cuba. Ah oui, ça c'est les couples les plus orageux. Nous allons dans un jury de prix littéraire, on doit le donner à donc des écrivains insulaires, mais le hasard avait fait que cette année-là, il y avait 3 candidats qui étaient tous cubains. Alors,
vous prenez des Cubains qui sont déjà insulaires, vous les déplacez dans une autre île, donc c'était en Guadeloupe, ils arrivent là-bas, les trois, donc il y avait Zoé Valdez, il y avait Monteiro, et un autre qui est un Cubain plutôt noir. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez. Il y avait un quatrième. Oui, c'est vrai, qui était noir, qui avait écrit sur les domestiques, voilà. les bonnes. Voilà, les donc, bonnes, les bonnes. Donc ils étaient quatre. 4 Cubains d'un coup. C'est l'année Cuba. J'étais dans une situation où le Cubain noir, c'est Pedro Sarduy. Voilà, Pedro Sarduy, absolument. Pedro Sarduy, qui était noir. Donc, on était dans une situation où le Cubain noir venait vers moi, ou même Dany, dans l'espoir de dire, tu comprends, toi, ce qui est dans ce livre. Parce qu'il y avait déjà cette dichotomie de la couleur de peau. Dans le jury, pas dans le pays, pas dans la Guadeloupe, mais le jury. Non, même dans les candidats déjà. Oui. Zoé Valdez est plus clair, Gutiérrez est plus clair. Donc le seul noir cubain, c'était lui. Et donc ils étaient 4. Et dans le jury, il y avait un 5e cubain, Eduardo Manet, qui lui est blanc, normal. Hein, voilà. Comme dirait Coluche. Voilà. Qui lui est blanc. Alors donc, tous les jours, Eduardo Manet vient dans ma chambre. Ouais, je ne sais pas comment m'en sortir là. Si je vote pour là, on va dire que j'ai fait ceci. Si je vote pour là, je ne vais pas. Je dis, mais tu es obligé de voter. Tu ne vas pas démissionner dans l'île. Sinon, on va... Voilà. Et donc, du coup, entre-temps, les 4 Cubains commençaient déjà à faire de mouvements de troupes. Ça s'est disputé, à savoir qui était castriste, qui a collaboré avec Castro, qui ne l'a pas fait. Donc, et voilà, Zoé Valdez arrivait, il disait jamais bonjour à quelqu'un, toujours la gueule d'enterrement, fâché, à mort. De l'autre côté, on ne voyait pas Juan Pedro Gutiérrez, qui lui avait la tête de Picasso, hein, tout rasé comme ça, tout en blanc quand il passait. Un Picasso qui fait du rap. Voilà, un Picasso qui fait du rap. Et il a écrit un livre qui s'appelle Trilogie de la Havane sale. Mais c'est un livre qui va dans les profondeurs de Cuba, la prostitution, les enfants, l'amour, dans tous les sens, mais c'est le Cuba vraiment qui est hors de la carte postale. Et évidemment, les autres se disent, oh non, ça là, ça mérite rien, tout. C'est lui qui allait avoir le prix. Donc, il commence déjà à se chamailler, et au bout d'un moment, je comprends que la situation est perdue pour Eduardo Manet. Parce que Zoé Valdez voulait le prix, il y a quand même, je ne sais pas, 15 ou 20 000 euros en jeu. Zoé Valdez voulait le prix, un tel voulait... Le seul qui semblait ne pas s'intéresser à ça, qui appréciait dans sa solitude, c'était ce Juan Gutiérrez là. Et c'est le seul Cubain qui faisait de la littérature en étant à Cuba. Parce qu'Eduardo Manet était dehors, Zoé Valdez était dehors, Monteiro était dehors, je ne sais pas l'autre. L'autre, Monteiro était à Porto Rico. Voilà, à Porto Rico. L'autre, c'est ça. Il vit à Londres. Donc, c'était, on avait un seul... Le monde est mon langage. Voilà, le monde est mon langage. On avait un seul Cubain qui vivait à Cuba, et c'est celui qui faisait la littérature sordide. Mais vraiment, on sentait dans ce sens. Et quand on avait Bukowski, bien sûr, Bukowski, on a lu avec Dany, on était émerveillés, et dans le jury, tu vois, c'était ça, tout. Même Manet n'était pas tellement partant. On était obligé un peu de lui dire, mais il faut lire un peu, parce que Manet, c'est quand même aussi une tradition française qu'il a. Il était, oui, mais c'est bien, mais quand même. Donc voilà. Oui, il avait dit, ce type n'arrête pas de pisser dans le livre. Voilà, il n'arrête pas de pisser dans le livre. Et finalement, c'est à travers cela, quand je raconte cette guerre que j'appellerais la guerre de la baie des cochons, donc je raconte un peu comment les gens étaient vraiment dans la nuit des petits couteaux. Et moi, j'ai pu discuter tranquillement avec Eduardo Manet une fois qu'on avait donné le prix à l'écrivain Trash, ce qui avait horripilé tous les autres. Hein? Donc la colère des Londres, on a l'autre qui vit à Londres qui n'était pas content, Zoé Valdez n'était pas content, Monteiro n'était pas content, Gutiérrez, il a reçu les prix mais il était impassible, c'est-à-dire qu'il restait... Ah non, ce qui est arrivé, Gutiérrez, ce qui est arrivé, c'est que on avait un cinquième, non pas un cinquième, un autre membre du jury qui ne pouvait pas être là et qui avait appris qu'il a été éliminé du journal de 20h 2 jours avant par Sarkozy. Pas besoin de dire de nom là. Et il a envoyé un petit truc
pour annoncer ça et s'excuser auprès du public, auprès des lecteurs et du jury. Alors, Gutiérrez, qui ne parlait pas français, a pensé, en voyant la photo de Patrick Poivre d'Avor sur l'écran énormément, et a pensé que c'était lui qui avait le prix. Alors il était resté, et moi quelques minutes avant, je lui avais dit, pour éviter, je déteste les jeux de suspense, je lui avais dit juste avant que celui qui a le prix, donc sois calme, pas besoin de t'évanouir et attends-toi. Et là, quand il a vu que c'était l'autre, il a pensé que je m'étais trompé, ou bien à la dernière minute, comme il y a eu beaucoup de coups de force, coups d'État, il a pensé que c'était un dernier coup de force, et puis on l'a donné à quelqu'un de Paris qui n'était pas présent. Et finalement, quand il a entendu son nom, il était complètement hébété, et Joël Valdès a profité pour sortir en furie, je pense. Peut-être appeler son avocat, enfin, elle est sortie. Alors l'idée, c'était, dans ce passage que Alain a restitué, c'était aussi vous présenter deux visions du monde différentes et tout à fait contemporaines entre l'écrivain resté dans le pays et l'écrivain à l'extérieur, l'écrivain d'une génération, Eduardo Manet, qui est quand même un homme d'un certain âge et qui a vu des choses, un homme un peu classique. Oui. Et il parle toujours, toutes les femmes sont toutes très belles. Et oui, mais si elles sont toutes très belles, vous allez avoir 5 millions d'épouses. Et quelqu'un comme Gutiérrez, où toutes les femmes sont toutes moches et je les aime toutes. Et donc il y avait deux visions complètement différentes, et puis il y avait Zoé Valdès qui était anticastriste énormément, et Eduardo Manet qui était nuancé parce qu'il a vécu, il était un collègue, enfin pas un collègue, un étudiant à l'université de Cuba avec Castro, les deux frères, Raoul et Fidel. Donc il lui reste dans sa tête ces années-là, et en même temps qu'il n'était pas castriste du tout, parce qu'il a une position aussi, mais donc tout ça, et Alain Mabankou a bien restitué, c'est pour ça que je le sais dans son livre. Et même c'est que ce qui était pour moi très palpitant, c'est que on ne pouvait pas beaucoup parler avec Eduardo Manet des autres Cubains pendant qu'ils étaient là. La chance avait fait que on prenait l'avion de retour. Moi j'allais à Los Angeles, mais je devais transiter par Paris, et lui il revenait à Paris, là où il habite. Et donc tout le long de l'avion, on s'assoit, et puis on est là. Je lui dis, bon, je vais te faire une interview. Ah bon? Oui. Et là, on a fait tout un passage où il y a eu l'interview, où il a commencé à parler de ce qui se passait là-bas, la position et autres, et puis rappeler comment il était très proche de Fidel Castro, qu'il avait vu les Che Guevara. Il a raconté tout cela à travers cette interview que j'avais récoltée à cette époque-là, et Dieu sait que j'avais bien gardé ça jalousement. Et à la fin de cette interview, il m'avait regardé comme si comme s'il avait livré des choses qu'il n'avait pas livrées dans ses livres. Parce que quand on se regardait, quand un écrivain interroge un autre écrivain, il y a un jeu de sincérité qui est là, du style, on dit, écoute, on est des romanciers, on ne va pas se faire des romans, on va y aller directement. Donc c'était dans ce sens qu'il on ne va pas se faire des romans. Parce que tout à l'heure, on va venir, parce que lui aussi, il a eu un droit à l'interview dans son chapitre. Le couple, on parle de couple là, parlons-en de ce Montréal. Hein, quand j'arrive, je vous passe les détails du début. Danny qui est entré, parce que quand on va chez lui, il joue le cuisinier, il a commencé à préparer les choses, les enfants sont en bas là-bas, qui montent et tout. On essaie de parler des prix littéraires, non, moi je suis loin de ça. Et on critique un peu le milieu parisien. Et puis quand je m'assois là, je dis, bon, Magui dit, venez manger, tout cela. À la fin, au moment du dessert ou quoi, je sors et tout, je dis, bon, moi je vais faire une interview. Quoi? C'est encore pour tes étudiants, là, ils sont insatiables ou quoi? J'ai dit, mais non, mais on va. Et là, il a commencé à faire une interview en ressortant une notion qui est restée en moi jusqu'alors, quand il disait qu'il n'est pas un écrivain, mais un réécrivain. Parce il réécrit sans cesse les livres. Est-ce que tu peux nous dire un peu cette notion de réécriture là? Bon, c'est une notion qui parle de la vie réelle, concrète. Et
j'avais un projet d'écrire beaucoup de livres. À l'époque, j'étais à Miami, une dizaine de livres, dont le titre général était une autobiographie américaine. J'avais les 10 titres près de ma machine à écrire, mais je n'étais pas très sûr que j'allais arriver au bout, parce que j'avais pris au sérieux l'idée que l'espérance de vie haïtienne était assez brève. Et je savais que c'était vrai, parce que après quelques années à l'étranger, j'étais revenu en Haïti, la plupart de mes amis étaient morts. C'est comme ça qu'on apprend que quand on vous dit espérance de vie, c'est pas une plaisanterie. Et brusquement, les gens enfin, ils meurent ou bien ils sont atteints de maladies incurables assez rapidement et dans leur vie. Et c'est ça qui fait l'espérance de vie. Et donc je m'étais dit, moi je suis là-dedans, et ce que je vais faire, je vais écrire mes livres très vite, mal mais vite, c'était ma devise à l'époque. Et après, si jamais j'ai du rap sur la vie, et ce que les Haïtiens appellent un déguis, quelque chose de plus, et bien là, je pourrais réécrire mes livres et les écrire selon plus large l'espace, enfin une écriture de gens bien nourris, qui avaient l'espoir dans la vie. Ah oui, je n'étais pas quand même Proust, tu vois, à la recherche du temps perdu, il fait un gros truc. Balzac, c'est pas une question de talent seulement, c'est une question d'espérance de vie. Et tu ne peux pas pour être un écrivain comme Tolstoï, il faut avoir une bonne espérance de vie, il faut avoir une nature cosaque, un hiver froid, et puis un chalet, et des amis silencieux. En fait, c'est pas en Haïti, bon, au moins c'est brouillant de vie, les gens arrivent chez vous, et il n'y a qu'une femme qui peut les arrêter. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit, j'écrivais à Montréal, il m'a dit, et les Haïtiens ils ont l'habitude de se présenter chez vous sans appeler. Et ils pensent toujours que tous les autres vous emmerdent, sauf lui. Sauf lui. Et il te comprend. Si tu dis, mais les gens m'empêchent d'écrire, il dit, ah, je te comprends. Mais si vous dites qu'il y a une femme avec des téléphones, est-ce que je peux venir? Ah oui, bien sûr, mais tu sais que Françoise est là. Ah! Et quelqu'un m'a dit, les Haïtiens sont toujours pantants. Ils entendent, ah, une femme, c'est sacré. Ah, c'est sacré. C'est la seule chose qui peut. J'avais lu d'ailleurs que Prévert racontait ça. Il dit que, je ne savais pas que c'était aussi en France. Prévert avait l'habitude, un poète, d'aller près de la gare, n'importe quelle gare, et de prendre une chambre. Les chambres de gare, il aimait ça. Alors les chambreurs, les propriétaires, pas les chambreurs, les propriétaires, les concierges, ils ont l'habitude de vouloir envoyer des filles dans les chambres et pour faire de l'extra. Et Prévert disait toujours, il y a une dame qui va venir et faites-la monter. Dès qu'elle arrive, et il ajoutait, c'était pour avoir la paix. Et donc sinon, il va y avoir chaque 1 heure de temps, il va y avoir quelqu'un qui va frapper. Est-ce que vous habitez dans cette chambre à 3 h du matin? Donc pour avoir cette idée de femme imaginaire qui bloque l'entrée, et c'est extraordinaire. Donc voilà un peu comment. Il y a aussi dans la même interview cette sorte d'idée qui transparaît désormais avec les mythologies américaines. C'est qu'au fur et à mesure que j'étais en train de t'interviewer, je voyais aussi se dessiner une certaine poétique de l'écriture, comment on devient écrivain et quelle attitude on peut avoir vis-à-vis de celui qui va devenir écrivain. Quand je t'ai posé la question, ben voilà, tu es écrivain, quand les jeunes écrivains arrivent pour écrire, tu dis, oh là là, ils vont devenir nos futurs adversaires, tu des conseils pratiques. Ah oui, tu m'as demandé quel conseil je donnerais à un jeune écrivain. Absolument aucun conseil. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'écrivain au sérieux. Non, c'est mon adversaire, c'est mon rival. S'il vient, je change de trottoir. Je sais ce qu'il veut. Il a un couteau dans le dos, il le cache et il veut ma peau. Et moi, je crois que c'est l'attitude la plus naturelle, la plus franche, la moins complaisante à prendre à quelqu'un. Pour moi, un écrivain, c'est un écrivain. Qu'il ait 8 ans, qu'il ait 80 ans. Et tout ce qu'il veut, c'est ma peau. Et tout ce qu'il peut faire de bien, c'est rester un lecteur pour moi. Et qu'il lise mes livres en priorité. Donc j'avais une attitude très claire et très définie. Ça m'ennuyait toujours d'entendre les vieux bonhommes raconter aux jeunes écrivains comment il faut faire. Et puis le jeune écrivain qui écoute en se prenant la tête, en se disant, mais mon vieux, tu vas voir. Mais je voulais passer à un autre type d'écrivain et d'homme de lettres. Et tu as un personnage qui m'a plu dans sa démarche,
Et à ce courant, mais quand même, là c'était très dit, très clairement, c'est Douglas Kennedy. Oui. Et qui veut apprendre une langue pour parler avec les gens du pays. Et j'aimais bien, et qui refuse de parler anglais avec quiconque parle français. Oui, parce que Douglas Kennedy, on a l'habitude d'aller chaque année au Maroc parce qu'on est membre du jury du prix du roman francophone marocain. Et c'est organisé par le palace La Mamounia, qui est un des grands palaces de l'autre côté. Donc pendant une semaine, tout frais payé, voilà, quand on tourne le dos, on a changé le champagne, on a mis tout, la chambre est tellement vaste que vous pouvez jouer du tennis dedans. Donc, ou vous perdre. Ou vous perdre, voilà, ou vous perdre, parce que parfois il faut s'appeler par portable, tu es dans quelle pièce? Donc voilà. Et donc, vous vous levez à 3 h du matin, vous allez aux toilettes, vous revenez, le lit est fait. Non, mais je ne sais pas si vous avez remarqué cette mentalité qu'ont les grands hôtels, puisque moi je ne peux pas payer les grands hôtels, c'est la littérature qui paie et la vie pour moi, depuis que j'écris, et ce qui fait que je ne suis pas à 8 h du matin dans les ascenseurs avec des rolling shows pour aller attaquer les musées. C'est les gens qui paient leur chambre, qui se lèvent tôt pour aller visiter les villes. Moi je reste dans mon lit, je m'en fous, je n'ai pas payé. Donc, je m'en fous, je ne vais pas m'instruire. Je n'ai pas payé. Donc, c'est ça, donc c'est ce confort qui est lié à la littérature que j'aime. Que la littérature puisse apporter ça. Une vie de riche sans le sou. Donc, voilà. Et on a ce Douglas Kennedy qui arrive. Normalement, on arrivait peut-être on faisait 3-4 jours. Mais Douglas Kennedy arrive au moins une semaine avant. Donc, gratos, tout. Et tous les jours, il va dans les... de l'américain. Voilà. Comment on appelle les chambres chaudes, là où on va vous masser, vous mettre de la boue, là. Le hammam, voilà. Hein? Ça prouve que je n'y allais pas. Donc, tous les jours, il est là. Moi, je dis, mais tu as beaucoup d'argent. Chaque fois que tu arrives ici, tu passes... Il dit, mais non, Alain. C'est contenu dans la gratuité. Donc, il faut continuer. Hein? Quand on te donne quelque chose gratuitement, si tu ne l'utilises pas, ils perdent et tu perds. Donc, voilà. Donc, du coup, moi aussi, je venais maintenant 3 jours avant. Et puis, on allait tranquillement. Voilà, on nous masse, chacun, on continue à parler. Et puis, on allait dans un bar qui est dedans, qui s'appelle le Churchill, parce que Churchill venait là, effectivement. Peut-être même pas là, mais il était passé dans les environs à saluer quelqu'un de l'Europe. Et ça s'appelle maintenant le Churchill. Ah non, c'est dit qu'il venait là, hein, parce que c'est vieux, puisqu'on a gardé ça tel quel. Il y a du cuir partout, c'est bien. Et à l'intérieur, il y a une femme qui joue du piano. C'est une femme noire qui joue du piano au Maroc avec un accent très américain et dans un public qui n'est pas américain. Donc on s'est demandé, mais et là Douglas Kennedy, il était là parce que dès qu'on demandait une chanson, la femme elle partait c'est une jeune fille, elle devait avoir peut-être 25-26 ans, elle était là en train de jouer, ça partait. Et puis on discute, on se rend compte qu'elle est de Las Vegas, que là-bas elle a raté sa carrière, donc du coup elle est devenue l'égérie du Churchill. Et donc là, Douglas Kennedy, on achète des cigares, on fume, on fait tout. Et arrivent les journalistes français. Parce que la Mamounia a tellement d'argent qu'on a amené tout le monde, les gens de RTL, les Bernard Lehu, les gens du Point, les gens de Vogue, de Vanity Fair. Souvent les journalistes qui aiment un peu le côté people là, hein, les voici, ils sont tous là, hein, parce qu'on ne sait jamais, parfois vous êtes là en train de vous baigner, c'est DiCaprio qui passe sous le prince de Monaco, ça fait toujours un sujet qu'on a fait gratuitement sans que le journal paye. Donc, du coup, on était là, tranquille, on discute en français. Et c'est les journalistes français qui viennent en nombre. Hi, Mr. Douglas, can I... Oh, avec l'accent des journalistes français. Et là, voilà, avec l'accent, voilà. Et là, Douglas tourne le dos, il n'entend pas, il continue à me parler en français. Mais les journalistes ici se disent, mais pourquoi vous me parlez en français dans un pays où on peut parler en français? Non, en anglais. Voilà. Pourquoi vous me parlez en anglais dans un pays où on parle en français et moi-même je peux parler en... Et là, les gars, oui, mais quand même, non. Après, vous allez vous demander que votre langue disparaît. C'est vous-même qui arrivez. Moi, je fais des efforts, je parle votre langue. Et là, ça m'avait tellement marqué.
que j'ai commencé à discuter avec lui pour comprendre pourquoi il tient tant à la langue française, quand est-ce qu'il l'avait apprise, comment il l'avait apprise. Et là, il m'a fait des confidences. Quand je venais en France, avec mon éditrice, j'ai eu honte un jour, on est allé au LIP. Quand ils ont commencé à parler en français, moi je ne comprenais rien. J'étais obligé de faire semblant que je comprenais en rigolant. Et parfois, ce n'était pas une blague, ils ne comprenaient pas pourquoi je rigolais. Ça m'avait fait tellement honte que je suis allé prendre des cours de français. Et là, il a commencé à parler de tout, d'expliquer. Vous avez entendu parler du meurtre à Lyon? Voilà, voilà. Vous avez entendu parler du meurtre à Lyon? Ah, le meurtre à Lyon, c'est génial. Oh, non. Non, il faut apprendre à parler français pour savoir si. Donc, du coup, c'était aussi le moment où on pouvait voir comment nous-mêmes, nous pouvons être les fossoyeurs de la langue française. Vous avez quelqu'un qui parle la langue française et qui plus est, qui vient de l'espace anglophone que nous houspillons de nuit et jour. On dit, ah, l'anglais, l'anglais. Mais l'anglophone vient parler français, vous le ramenez encore en anglais. Et en plus, l'anglais qu'il parlait, il fallait être vraiment tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qu'il disait. C'était du français, mais hein, on a changé simplement l'accent, quoi. Voilà. Bon, il y a, bon, j'aurais pu prendre tout de suite, peut-être un ou deux derniers, j'aurais pu prendre tout de suite l'Ecclésio qui avait des portraits les mieux dessinés et du livre, dessiné avec attention, avec affection. Mais je vais prendre quand même Tchikaya Outamsi, poète, parce que d'abord c'est un des rares poètes du livre. C'est un des rares poètes du livre, en dehors des poètes soupirants qui m'écrivent des lettres pour s'inquiéter. Oui, mais la poésie, moi je vais être poète parce que c'est l'un des rares poètes, mais le plaidoyer sur la poésie, je le fais quand un Congolais qui habite au Caire m'a écrit une lettre pour dire ouais, je vais écrire, j'ai écrit de la poésie, personne ne l'achète, même ma famille n'en veut pas, donc il faut faire quelque chose. Donc, et c'est là que je suis en train de le consoler pour lui dire et de lui parler de la poésie. Et Tchikaya Outamsi pour les Congolais, rien que le nom Tchikaya Outamsi, ça veut dire la petite feuille qui parle de son pays. C'est son vrai nom, Tchikaya Outamsi. Parce que son père était Félix Tchikaya, qui était congolais, mais à l'époque, avant la décolonisation, il était parlementaire français. Parce qu'à l'époque, avant la décolonisation, il y avait plus de Noirs dans la politique, mais les Français ont oublié cela. Parce que tous les Senghor, les Césaire, les Damas, les Tchikaya Outamsi, les Félix Houphouët-Boigny, tous ils étaient des parlementaires français. Ils siégeaient à l'Assemblée nationale. Et il y a même un jour, là, je ne sais pas, comment s'appelle l'antillais qui était pratiquement président du Sénat et qui était pas président de la France. Monnerville. Gaston Monnerville. Voilà, Gaston Monnerville était pratiquement président de la France pendant 1 ou 2 jours. Hein. Oui, il était président du Sénat. Voilà, parce que quand il y a la vacance, oui. Hein, voilà, donc on dit qui va être président en attendant, c'est le président du Sénat. Donc, nous, on avait fait déjà mieux que les États-Unis, de Barack Obama. On avait déjà un Noir qui était président de la France. On ne le sait pas. Voilà. Mais c'est toujours président de la République. Voilà. Même si c'est 1 ou 2 jours. C'est le rêve de tout Haïtien. 1 ou 2 jours, président d'Haïti. Donc, Tchikaya Outamsi symbolisait le rêve de la réunification des 2 Congos, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Et c'est cette poésie qu'il avait, qui était une poésie vraiment, on disait hermétique. Mais au fond, c'était une poésie qui traverse le temps. Quand il a sorti son premier recueil, même Senghor s'est excité en disant « Votre poésie m'a pénétré jusqu'à la moelle épinière ». Alors donc nous on était là, on dit « Mais comment ça, la poésie dans la moelle épinière, c'est grave ». Donc il y avait la force de Tchikaya Outamsi qui reste aujourd'hui probablement l'un des grands poètes d'expression française. Moi j'étais content de le voir là. Et puis aussi, j'aime bien comment tu as dessiné le portrait qui traverse le livre de temps en temps, on le voit, de Soni Laboutansi aussi. Et c'est l'idée de l'écrivain qui rit de son état d'écrivain ou qui reste un peu proche de la jeunesse et qui ne hausse pas du col. Et tu l'as rencontré quand tu es venu le voir, il était en train de jouer au football. Oui, tout à fait. Il était en train de jouer au football. C'est le grand écrivain national, le grand romancier. Ton aîné. Ah oui, l'aîné. Donc nous, on est petits, on veut être écrivain. Donc
toucher même son habit, peut-être nous donnerait de la bénédiction. Et puis, il reçoit tout le monde. Il vient de publier La vie et demie aux éditions du Seuil en 1979. Tout le monde salue la naissance de celui qui crée la rupture dans la littérature, puisque c'est lui qui ramène vraiment la littérature même latino-américaine au Congo, puisque c'est la littérature contre les dictatures qu'il va faire à cette période-là. Et moi, je décide un jour, il faut que je le voie si je veux devenir un écrivain, parce que c'est pas possible, quoi. Et je prends ma marche, puisque à l'époque, là, on n'a pas les sous, on marche depuis le quartier où j'étais, du plateau des 15 ans jusqu'au nord de Brazzaville, là, quartier Makelele. Comment s'appelle le quartier? Plateau des 15 ans. C'est beau. Ah, c'est bon, hein? C'est le titre d'un roman. J'habite au plateau des 15 ans. Voilà, plateau des 15 ans. Et l'autre, lui, il habitait dans le quartier Makelele. Ça veut dire le bruit, le quartier du bruit. Makelele. On arrive là-bas, j'arrive, j'ai demandé même dans la rue, hein, puisqu'on n'a pas forcément des rues avec des noms. C'est toujours, oui, tu verras là-bas, il y a un corps au solier, tu tournes, il y a un kiosque, et puis il y a un endroit où un chien dort toujours à côté de l'arbre, c'est là. Voilà. Donc, je demande, oui, Sonny Labouton aussi, tout. Ah, l'écrivain, oui. Oh, l'écrivain là qui porte des temps, oui. Mais tu vas là tout droit, tu descends gauche, tu tournes. Mais ne prends pas la petite ruelle là qui passe chez M. Massengo, hein, mais celle qui passe chez Maman Massi là. Tu passes là, et puis tu descends, c'est là. Et puis j'arrive comme ça, paf, j'arrive, je dis, mais ils m'envoyaient dans un terrain de football. Et ils ont été en train de jouer, et j'étais là, tout, j'ai dit, je vais demander à quelqu'un, je demande à quelqu'un qui a cité, oui, mais la parcelle de Sonny Laboutancy, là, c'est où? Il dit, mais il est là, il est en train de jouer là-bas. Quoi? Donc moi, j'étais étonné, pour moi, un écrivain, tu ne joues pas. Tu restes chez toi à la maison, dans la position où tu attends l'inspiration, mais qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? J'ai dit pas à lui dire, mais retourne au bureau là, si tu joues comme ça, les romans, tu ne vas pas les écrire. Juste une petite parenthèse, et moi en lisant le livre, il y a toutes sortes de portraits, mais il y a un petit portrait qu'il a fait, il fait des portraits de quartier aussi, celui de Château Rouge, qui est d'une drôlerie et totale, et qui parce qu'il rappelle tous les tons. Il y a des tons sérieux, des tons graves, des tons affectueux, des tons, disons, presque polémiques, très rarement d'ailleurs. Et il y a aussi des portraits qu'on connaît de lui, c'est-à-dire l'auteur de Vers cassé. Brusquement, c'est un rire irrépressible, et on éclate de rire quand on le voit arriver à Château Rouge, qu'il y a, par exemple, une coiffeuse. La séquence avec la coiffeuse qui veut lui couper les c'est une coiffeuse? Non, c'est un coiffeur. Un coiffeur, Le coiffeur qui veut lui couper les cheveux, ou une dame qui veut lui vendre des produits pour qu'il devienne blanc. Alors là, et finalement, bon, naturellement... Des produits à dénégrifier. À dénégrifier. Alors là, finalement, il faut à chaque fois couper court, mais vraiment de manière très définitive, parce que sinon, vous aurez ces vendeurs à vos basques pendant tout le temps, et ils ne lâchent pas, comme on dit. Et ce type qui était le coiffeur n'a pas lâché jusqu'à ce qu'il a confié, et que la coupe qu'il a, même s'il vient d'affaires, il mérite d'être refaite selon le coiffeur, parce que ça a été fait par un coiffeur de Santa Monica, en Californie. L'argument du coiffeur de Château Rouge, c'était ces gens-là sont d'anciens esclaves, ils sont mal coiffés parce qu'ils n'ont pas appris ça c'est des sapeurs. Et l'argument pour les gens, la personne qui voulait lui vendre pour un peu de blanchir sa peau, et il a fini cette bataille, il l'a gagnée, parce que quand il a dit il n'en veut pas, et l'autre a dit mais achète pour ta fiancée, elle va adorer. Et lui, qui vous dit que ma fiancée n'est pas blanche? Voilà. Ah, là il était étonné parce que achète pour ta femme, comme ça elle peut se blanchir la peau. Mais je dis mais qui vous dit que peut-être que ma femme est blanche? Et là il est resté. Il faut dire que le remède, si on peut appeler ça remède, le produit est d'excellente qualité, puisque la publicité dit en 48 heures top chrono. Voilà. Vous devenez blanc. Voilà. Vous devenez blanc. Mais c'est tout le... Enfin, l'art, il faut parler de l'art d'Alema Bankou. C'est pas une sorte d'enfilade d'anecdotes ou des choses amusantes. C'est la fluidité. C'est-à-dire, le narrateur est en train de marcher, il n'arrête pas. Il rentre dans un magasin, il y a un Congolais qui lui dit c'est pas là parce que c'est pas bon. Et il va acheter quand même, mais quoi, pour les maqueter.
Mais ce poulet-là, ce poulet-là est un poulet extrêmement spécial. C'est un poulet que sa mère faisait. Ça vient de la tribu des Batéké, qui dont enfin le style, la manière de faire, c'est le poulet à l'air libre. C'est-à-dire que c'est pas dans un poulailler, ça prend 3 heures, c'est-à-dire il faut chasser le poulet monte sur un manguier, il faut l'attendre, il faut qu'il descende, il faut continuer, il faut attraper le poulet, et maintenant couper la gorge, le mettre dans l'eau chaude, enlever la plume, et finalement l'offrir à votre mère qui va faire le poulet à la grande cuisinière, et donc il est dans on est dans cette anecdote qui se passe au Congo, mais il est physiquement dans le petit marché et à Château-Rouge. Et là, brusquement, on retourne dans le sujet, c'est un truc de caméra, donc on est devant le caissier et qui glisse, il est asiatique lui, et lui glisse, tu vois ce petit voyou de petit Congolais. Déjà tu dis, ah, il ne sait pas que le narrateur est Congolais. Mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. C'est Hugo dans Chose Vue. Il ne s'arrête pas. Là, tu te dis, il va avoir une histoire parce qu'il ne sait pas que le narrateur, il ne s'arrête pas parce qu'il a quelque chose de mieux. Alors, il dit, c'est parce qu'on l'a renvoyé, alors pour nous embêter, il vient, on va appeler la police. Et là, on reprend le Congolais plus loin. Donc, il y a c'est surtout le style. Et c'est ça qui fait l'écrivain. Et c'est surtout le style. C'est pas l'anecdote, c'est pas les trucs amusants, sinon les livres de blagues se vendraient par millions. C'est toujours le regard. Et moi, je sais très bien que c'est un grand conteur, et quand il pose une bombe, peut-être qu'il ne faut pas prendre ce genre de métaphore. Quand il pose un piège, et qu'il le laisse là, et des fois, il n'y revient pas. Et le lecteur est pris au piège. Et 2 textes plus loin, le piège revient. Et ça, c'est le conteur. Un bon conteur, c'est quelqu'un qui ne se précipite pas pour galvauder des bons pièges bien placés. Les gens qui commencent par vous dire, je vais vous raconter une bonne histoire, vous pouvez aller dormir. On ne sait pas. C'est-à-dire que dans ce livre, ce qui fait le charme, par exemple, ce petit chapitre sur Château-Rouge, on se dit, pour n'importe qui trouverait, on ferait un roman. Et ça, c'est important dans la littérature, de faire des livres, quand on fait des mélanges comme ça, des petits textes courts, l'idée de richesse. Il faut que le lecteur ait l'impression, ça c'est de l'abondance. Le gars là, il en a, hein. Regarde, il jette. Lui, il ferait un roman, lui ferait une nouvelle. Et ce geste-là, eh bien, c'est ça qui séduit. Ah ben merci. Hein. C'est un académicien qui a parlé. Hein. Alors l'Ecclésio, je l'ai laissé en dernier. Jean-Marie Gustave l'Ecclésio, je le présente très rapidement. Il est physiquement, et par sa manière aussi, il ressemble à une des statues de l'île de Pâques, comme ça. Il est silencieux, il est intériorisé complètement. Et il y a à peine 20 ans, il était de loin l'écrivain français le plus beau. Le seul qui pourrait se mettre en face des acteurs américains des années 40-50, Cary Grant, et de ces acteurs-là, Lancaster, il n'a pas eu une gueule d'écrivain, les autres à côté, enfin, c'est Houellebecq. Alors, il est solide et il est silencieux. Je me souviens, on était en Guadeloupe et j'étais assis à côté de lui, à côté de l'Ecclésio, 2 heures sans un mot. À côté de moi, il faut le faire. Alors je me dis, ben, je ne vais pas briser le silence, qui a l'air de je ne sais pas moi, d'un tableau de Picasso. Je ne vais pas briser le silence. Et quand la personne qui devait venir nous chercher a dit comment ça s'est passé, l'Ecclésio, pour la première fois il a parlé, c'est vite précipité pour dire c'était très bien. Alors j'ai compris qu'il lui fallait Beckett à côté. Et finalement on a pris l'avion, on est allé dans l'avion et on est descendu à une escale. Il allait aux États-Unis, il allait à Nouveau-Mexique. Nouveau-Mexique. On s'est arrêté à une escale et puis je sors, je venais de la voir, je sors mon appareil d'ordinateur pour envoyer un article. Et l'Ecclésio me regarde et il y a un léger souci sur son visage. Et puis il me dit, j'en ai un comme ça. Alors, je viens de voir, je ne savais pas que l'Ecclésio en avait un. Et 10 minutes plus tard, il me dit, je l'ai oublié à l'hôtel.
deux idées étaient déjà trouvées. Hein. Maintenant, il fallait trouver la phrase. Et il fallait y penser. Et il l'a dit. Et moi, qui est le voyageur parfait, jamais pris en défaut, je lui ai dit, pas de problème. 1, j'ai une carte pour téléphoner à l'international. 2, j'ai une carte de l'hôtel. Et je peux appeler à la réception. Et j'ai 3 cartes de femmes de chambre de l'hôtel que je peux appeler. Et pour avoir... Donc on ne peut pas perdre ça. Je lui dis, mais c'est simple, et j'appelle, et puis vous dites, donnez-moi votre adresse, et puis je envoie. Et 12 minutes plus tard, il me dit, appelez ma femme. Je dis, ah bon, où ça? À Paris. Alors, il va au Nouveau-Mexique, on revient de Pointe-à-Pitre, il faut appeler sa femme à Paris pour qu'elle puisse se charger de... Donc c'était ça la conversation, les 3 phrases que j'ai eues avec l'éclosion. Mais toi, tu en as eu plus. Oui, moi j'en ai un peu... J'ai eu un peu plus parce que j'essayais de lire... Oui, j'essayais de lire dans ces silences ce qui se passait, quoi. Mais bon... Comme Daniel a dit, hein, quand le Clésio parle, il faut noter. Parce qu'il m'a écrit, il dit, mais comment tu as pu garder tous ces détails? Ça m'avait échappé. Je dis, non, ça n'échappe jamais à un Nobel. C'est dans la tête, il a rigolé. Bon, donc moi je pense que je ne résiste pas à l'envie. Peut-être que pour avant qu'on termine, de lire une page... un passage de... Ah, vous pensez que c'était... Ah non, qu'il faut lire. Non, moi je vais lire un passage que j'admire, que j'aime. C'est tout un dialogue là, cette partie, hein, dans ces mythologies américaines. Alors, moi, à chaque fois, pour essayer de m'exercer justement dans les dialogues, j'essaie de les lire. Le titre de cette première partie, donc qui est extrait de cette grenade dans la main d'un nègre, est-ce une arme, un fruit ou une arme? Le titre c'est Où? Et puis le sous-titre c'est Je suis un écrivain nègre de Dany. La jeune fille m'aborde en pleine rue. Ah, êtes-vous l'écrivain? Parfois. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que c'est votre histoire? Mais de quoi parlez-vous? Mais je vous ai vu à la télé l'autre jour et je me demande si tout ça vous est vraiment arrivé. Oui et non. C'est tout. Elle n'a l'air ni étonnée ni perplexe, elle attend tout simplement une explication, c'est tout. Mais je ne sais pas quoi vous dire, personne n'est capable de raconter une histoire exactement comme ça s'est passé. On arrange, on essaie de retrouver l'émotion première, finalement on tombe dans la nostalgie, et s'il y a une chose qui est loin de la vérité, c'est la nostalgie. Ah, donc ce n'est pas votre histoire. Mais j'aimerais vous poser une question moi aussi. Oh, moi, dit-elle en rougissant, je n'ai pas écrit des livres. Oui, mais vous lisez. C'est vrai que j'aime lire. Mais pourquoi est-ce si important de savoir que l'histoire s'est réellement passée? Un temps bref. On veut savoir si tout ça est vraiment arrivé à l'auteur. Oui, pourquoi? Je ne sais pas, répond-elle avec ce sourire douloureux. On se sent comme ça, plus proche de lui. Et s'il vous mentait? Comment ça? Mais s'il vous disait que c'est son histoire alors que c'est faux, mais on serait déçu. Un petit rire gêné. Au fond, on ne saura jamais la vérité. Alors pourquoi? Une fantaisie. Elle rit. Vous me cachez quelque chose. Peut-être, mais je ne sais pas quoi. Elle sourit de nouveau. Comment lisez-vous? Je demande à brûle pour point. Comment lisez-vous? Je demande à brûle pour point. Elle dit, n'importe où. Dans le métro? Dans le métro aussi. Rien n'est plus fascinant pour moi qu'une jeune fille en train de lire dans le métro. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Tolstoï qui l'emporte haut la main dans le métro. Avec Anna Karénine, bien sûr. Il y a des gens qui lisent n'importe où, mais pas n'importe quoi, dis-je pour dire n'importe quoi. Elle me jette un bref regard assez intense. Mais moi, je lis n'importe quoi. Ben, vous êtes la lectrice parfaite alors. Une voiture passe en nous frôlant, elle fait un bond de côté. Je suis sûr que vous ne terminez pas vos lectures. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris, dit-elle, reprenant à peine ses esprits.
quand vous commencez un livre, est-ce que vous allez jusqu'à la fin? Toujours. Elle a retrouvé son tonus. Il doit y avoir une faille quelque part. Je lance avec un sourire. Elle rigole doucement. Peut-être parce que je ne retiens rien. Comment rien? Je veux dire ni le nom de l'auteur, je ressens comme un pincement encore, ni même le titre du livre, continue-t-elle. Au fond, ce n'est pas grave, puisque l'important c'est le livre. Elle a un léger soupir. Je ne retiens pas le sujet non plus. Des fois j'ai l'impression de n'avoir jamais lu un seul livre de ma vie. Mais c'est incroyable, vous lisez quelque chose et l'instant après vous l'oubliez. C'est ça, un temps qui peut sembler long. Mais pourquoi lisez-vous alors? Mais pour passer le temps. Là, je vois. Est-ce que ça vous fait quelque chose de tout oublier comme ça? Oui, oh oui. Elle semble un peu peinée que je lui ai posé une telle question. Ce handicap ne vous gêne pas dans la vie réelle? Non, parce que c'est uniquement avec les livres que ça m'arrive. Vous voulez savoir si je suis malade? Non, je travaille dans un bureau pas trop loin et je vous jure, il faut une bonne mémoire. Je suis secrétaire juridique. Mais pourquoi m'avez-vous abordé comme ça dans la rue? Je vous sens un peu timide, pourtant elle part d'un joli petit rire de gorge. Oui, je suis timide, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je vous ai vu à la télé. Mais peut-être parce que vous avez déjà lu un de mes livres. Non, je ne crois pas. Un coup, maman. Peut-être oui, j'ai peut-être lu un de vos livres. Il n'y a aucun moyen d'être vaniteux avec vous. Hein. Le même petit rire gêné. Excusez-moi, j'aimerais vous demander quelque chose, dit Dany. Oui, dit-elle, dans un souffle, tout en penchant la tête de côté. Êtes-vous amoureuse? Un vrai rire, plutôt rauque cette fois-ci. Vous êtes curieux, c'est vrai, mais vous êtes un écrivain. Un écrivain nègre, je précise en rigolant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mieux? Malheureusement, non. Alors, c'est comme ça. Comme ça, oui, dommage. Il y a certains avantages tout de même. Comme quoi, on est moins nombreux. C'est plus facile de devenir le plus grand écrivain nègre vivant. Et après, fait-elle avec un sourire en coin, après, bien sûr, on meurt. Mon regard fut attiré brièvement par une autre fille qui passait de l'autre côté de la rue. Une fille avec une jupe verte vraiment courte, un mouchoir et des jambes qui devaient valoir un peu plus cher qu'une broche de chez Tiffany. Quand je me retournais pour continuer la conversation, elle n'était plus là. D'où vient-elle? Où va-t-elle? Que veut-elle? Ce sont des questions qu'on ne pose pas en Amérique du Nord. Voilà. Voilà. Mythologie américaine de Dany Laferrière. Le dernier. Voilà. Des questions? Alors, on peut, s'il y a des questions, on a encore quelques minutes avant de passer aux dédicaces. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça, c'est dans le temps de n'ayez pas de questions. Ils sont subjugués. Je sais, je connais déjà un petit peu la réponse de Dany. Je ne connais pas celle d'Alain Mabankou. Je leur pose à tous les deux. C'est en réalité un peu le sujet du livre, c'est un petit peu tout ce que vous avez raconté ce soir. Mais je me souviens très bien d'une réflexion qu'avait fait Dany, et je pense que vous feriez la même, qui était que quand on lui disait qu'il était un écrivain haïtien, il disait mais non, pourquoi? C'est réducteur. Et qu'il se revendiquait comme le suggère le titre du livre et comme ce que vous avez raconté, comme bien sûr, vous revendiquez l'un et l'autre votre identité, comme on dit maintenant, c'est à la mode, mais il y a une espèce d'universalité de la littérature et de l'écrivain que je pense que vous tenez à assumer et qui est particulièrement frappante du fait justement de cette identité. Qu'est-ce que... la réponse est dans la question. J'ai tout à fait, bien sûr que j'ai toujours dit, je suis haïtien et écrivain. C'est deux choses différentes, puisque si vous dites écrivain haïtien, j'ai toujours dit, c'est trop proche. J'appelle ça l'injure géographique. C'est-à-dire, Césaire est un poète martiniquais, je suis un écrivain
haïtien, Mabankou est un écrivain congolais, et tout ça, et Mauriac est un écrivain, et Migo est un écrivain, voilà. Goethe est un écrivain, et tous les autres, tous ceux des pays riches sont des écrivains, et puis les autres ont un adjectif qui traîne derrière. Alors, je me suis toujours dit pourquoi on ne dit pas ça des médecins. Un médecin haïtien serait un médecin qui ne pourrait que soigner des malades haïtiens. Alors qu'il a fait des études comme tout le monde. Et parce que dire de l'écrivain, le lier uniquement à son territoire, et dans la littérature, je veux dire, quelqu'un peut me dire, un jeune homme, une jeune femme, que je suis un écrivain haïtien, il n'y a pas de problème. Le lecteur a le droit de désigner. Mais quand je parle littérature, dire que je suis un écrivain haïtien, c'est réducteur dans le sens que c'est me lier à un territoire, alors que l'écrivain, précisément, il y a d'autres territoires qui le nourrissent. Par exemple, la bibliothèque, c'est le monde, comme dit Mabankou, cette bibliothèque, il y a des écrivains venant de partout. Et cette partie-là est extrêmement importante dans la littérature, c'est sa promesse de faire de nous des individus du monde. Ben, je pense que la réponse est si frappante, hein, c'est la même question qui sera quand on ajoute écrivain francophone. Je pense que se joue aussi la question d'une certaine pédagogie qui va venir avec le temps, quand on va se rendre compte que de plus en plus, le centre n'est fort que si les marges sont nombreuses. Et que si on continue toujours à penser la littérature par étage, au-dessus de la littérature française et puis les autres, on n'arriverait jamais. Jamais on peut appeler Houellebecq, comme on dit ici, écrivain francophone. Lui-même, il porterait plainte parce qu'il dit « Ah non, qu'est-ce que j'ai fait pour baisser ?» Alors que aujourd'hui, si on voit bien, sans pourtant cirer les chaussures de mes amis qui sont considérés tous comme francophones comme nous, mais aujourd'hui, la littérature quand même française est portée à l'extérieur par des écrivains francophones. C'est qui l'écrivain dont je vois tous les livres dans les rayons aux États-Unis? C'est Amin Malouf. Or, Amin Malouf vient du Liban. Tous les écrivains africains en français sont traduits en anglais. Mais Solers n'a aucun roman en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait multiplier les exemples. On multiplierait les exemples. Alors, comment les Américains vont venir au texte français? Parfois, ils viennent par la traduction qu'on a faite de Kuruma, parce qu'il y a une densité dans les études américaines. Il y a plus de 50 États. Ça veut dire simplement que le nombre de populations, aussi la génération qui étudie. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les jeunes Américains sont plus aguerris en matière de littérature en français venant d'Afrique que la génération des Français. Nous, on envoie en masse des étudiants pour venir faire un semestre à l'université d'Aix-Marseille. Il dit, mais professeur, j'étais là-bas, on m'a même pas enseigné un seul auteur africain. Il retourne en courant parce que là, il y a un problème, puisque nous, quand on enseigne, on est là, on divise par siècle, et peu importe dans le siècle là, s'il y a des Africains, s'il y a des Français, vous rentrez là. Oh, vous n'allez pas dire non, je sors de ces siècles, il y a trop d'Africains. Voilà, donc moi je pense que dans ce sens, oui. Hein? Aujourd'hui, il faut diviser. Le jour où on parlera de Dany et moi, on dira dans quel siècle nous étions et qu'est-ce qu'on a publié. On ne va pas aller chercher quelle était la coloration, Haïti ou quoi là. Quand je vais dans un pays, je me sens chez moi, quel que soit ce pays. Même dans le monde de mon langage, je crois Haïti, c'est le pays que j'ai le plus évoqué. Non seulement il y a les Gary Victor, il y a les Jean Metellus, mais il y a aussi ce clochard qui va citer les discours de Toussaint Louverture, etc. Mais il avait suffi que je voie ce pays 2-3 fois pour que je sente en moi une connexion qui est là, celle que j'ai eue avec la France, celle que j'ai maintenant avec les États-Unis, mon quartier Santa Monica, parce que pour moi, la Californie, pour moi, c'est Santa Monica, parce que j'ai mes marques, ça fait 10 ans que je suis là-bas, ça fait, je tourne, je peux savoir dans les quartiers quand je passe, ils savent qui je suis, je sais qui ils sont, on a créé une certaine communauté de vie. Mais les Américains, ils viennent, ils disent, ah, le français est revenu.
Ils disent pas l'africain, puisque moi, quand je parle en anglais, ils disent que j'ai un accent français, et je vis en France, je parle en français, on dit que j'ai un accent africain. Donc, il faudrait vous entendre. Hein? Un jour, je vous ferai asseoir la France et les États-Unis. Entendez-vous, c'est quel accent le mien? Voilà. Tout à fait. Ce qui s'est passé aussi, c'est que, bon, pourquoi c'est pas sorcier, comme on dit, c'est tout simplement les gens qui sont les porteurs d'histoire en ce moment, ce sont les gens à qui sont arrivées des histoires. Le monde bouge, l'Afrique, la Caraïbe subissent des choses extraordinaires. Si vous voulez un petit roman un petit peu genre coup d'État, il y en a eu 32 en Haïti. Donc nous sommes les professionnels de ce sujet-là. Et donc, si vous voulez, des déplacements en Afrique, vous voyez, il y a des déplacements de 200 000 habitants qui traversent, il y a les guerres, et quand vous regardez les nouvelles, vous voyez, et là où se passent des choses, et bien sûr que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de coup d'État en Haïti, qu'il n'y ait pas de famine, qu'il n'y ait pas de guerre. J'aimerais devenir un peuple ennuyeux, sans problème et sans littérature, pour que les gens se vivent bien. Mais il se trouve qu'on a apporté de nous tous les drames du monde, et bien on finit, et toute l'Afrique aussi. Donc les gens qui regardent les nouvelles et voudraient que la littérature ressemble un peu au rythme du monde, disent la rumeur du monde, eh bien ils voudraient entendre ces gens-là, et entendre ce qu'ils ont à dire comme témoins d'événements. Et si vous vous trouvez à Port-au-Prince, je ne sais pas, le 12 janvier 2011, 2010, et que la terre tremble sous vos pas et que vous écrivez un livre là-dessus, vous êtes au cœur du monde à ce moment-là, et que votre livre est au cœur du monde. C'est un témoignage exceptionnel. Et donc c'est comme ça que cela se passe et dans le monde. C'est que brusquement, tous ceux qui ont fini par créer un monde extrêmement civilisé, apaisé, serein, et finissent par sortir de la rumeur du monde et de la littérature. Moi, je dis souvent, même au Québec, que vous voyez, à force de dire que les immigrants, ils viennent, ils apportent le crime, ils deviennent des grands spécialistes de la littérature criminelle. Et que quand vous mettez à faire un livre où il y a des crimes, les gens ne vous croient pas. Ça fait longtemps que le français n'a pas fait de crime, c'est tous des arabes, et bien c'est eux qui vont écrire les livres sur les crimes. Et que vous êtes devenus non crédibles. Sur ce plan-là, il se passe rien. Donc c'est cela un peu qui est passé. Et nous sommes toujours preneurs, affamés d'histoire, les humains. Nous sommes affamés. Et nous allons les chercher partout où elles sont. On l'a vu dans l'Iliade, l'Odyssée, c'est plein d'histoires. D'abord, c'est plein d'histoires. Quand rien ne vous arrive, qu'est-ce que vous reste? C'est une idéologie. Et nous savons comment elle peut être granitique, comment elle peut être sèche, désertique, et comment elle n'est pas chargée d'histoire. Et je ne dis pas cela pour que ça donne comme s'il y avait une importance brusquement de tout cela. Je vous l'ai dit, je veux une histoire inutile, idiote, simple, paisible. Je veux n'avoir plus de talent, c'est-à-dire plus apporter la douleur du monde. Je voudrais bien qu'il ne se passe pas ce tremblement de terre, pour que je ne puisse pas écrire tout autour de moi, qu'il n'y ait pas de dictature, pour que je ne puisse pas écrire le cri des oiseaux fous. Et je voudrais écrire sur la manière de nouer sa cravate. Je vous ai écouté, j'ai vu. Mais vous étiez là avant? Oui. Parce que moi je l'avais vu, ça va. Hein? Oui, on était déjà au